It's Britney, bitch. I'm a person just like you. Nous sommes le soir du 16 février 2007. Britney Spears entre dans un salon de coiffure à Los Angeles, attrape une tondeuse et se rase elle-même la tête, sous les flashs et les ricanements des paparazzi. Ce moment va devenir l'un des plus emblématiques et aussi les plus mal compris des années 2000. S'en suivra toute une série de gros titres dans les magazines People. Britney est partout, chaque geste, chaque regard, chaque sortie est scrutée, moquée et déformée. Mais pour comprendre ce qui a conduit à cette scène, il faut revenir quelques années en arrière. Depuis la sortie de Baby One More Time en 1998, Britney est devenue une star planétaire. Icône pour toute une génération d'ados, elle vient d'un milieu très conservateur et défend à ce moment-là des valeurs traditionnelles, prônant la virginité et le fait de ne pas avoir de relations sexuelles avant le mariage. On lui donne le rôle de l'adolescente sage, qui sert de modèle pour toute une génération, mais cette image était totalement fabriquée. En réalité, Britney était bien différente de ce qu'on voulait faire croire au public. Elle consommait de l'alcool et des cigarettes depuis l'âge de 13 ans, et elle n'était également plus vierge. Alors ce détail, on est censé s'en foutre un peu, ça nous regarde pas, mais ça aura un peu d'importance pour la suite de la vidéo, vous allez voir. Les médias la sexualisaient énormément, certains journalistes allaient jusqu'à lui poser des questions très déplacées. There's one subject we didn't discuss. What was that? Everyone's talking about it. What? Well, your breasts. My breasts. You seem to get furious when a talk show host comes up with this subject. Okay, in general, what do you think about breast implants? Just in general. Well, I think if that's what you want to do and that would make you happy, then I see nothing wrong with it. But I haven't done that. Enfin bref, elle voulait juste faire de la musique et on va très vite l'enfermer dans un rôle qui n'est pas le sien, avec une célébrité qui va totalement la dépasser. C'est aussi à cette époque qu'elle entame une relation très médiatisée avec Justin Timberlake, qu'elle connaît depuis son enfance, et qui lui aussi cartonne dans la musique avec son groupe les NSYNC. Une relation qui sera destructrice pour elle, et ça le public n'est pas forcément au courant. Dans le livre qu'elle a sorti en 2023, La femme en moi, elle explique que Justin a été plusieurs fois infidèle, qu'elle lui a pardonné ses infidélités car elle était folle amoureuse de lui et qu'elle était également tombée enceinte de lui. Justin n'a pas souhaité garder l'enfant et Britney a dû avorter chez elle et pas à l'hôpital de peur que les paparazzi la prennent. Leur rupture, elle aussi, est très brutale. Justin la quitte par SMS, Britney, profondément amoureuse, s'effondre et elle commence à traverser une dépression. Je détaille un petit peu cette partie parce que c'est vraiment les prémices... Putain, il y a une mouche. Je détaille un petit peu cette partie parce que c'est vraiment les prémices de ce qui vont conduire Britney à faire un burn-out en 2007. Au lieu de rester discret sur cette séparation, Justin profite de l'engouement des médias pour lancer sa carrière solo et faire la promotion de son tout premier album, Justified. Dans des interviews, il révèle qu'ils ont eu des rapports sexuels, détruisant l'image de jeune fille très sage que l'Amérique voulait à tout prix lui coller. Justin Timberlake is in the house, and I just want to ask you one question. Did you Britney Spears? Yes or no? Oh man. Come on, man. Okay, I did it. No. Did you and she live up to this during your relationship? Sure. Sure. Et le clip de Cry Me a River met en scène Justin qui s'introduit chez Britney pour se venger d'elle. Le public commence alors à retourner sa veste, celle qui était la petite chouchou de l'Amérique commence à être de plus en plus détestée. He has gone on television and pretty much said you broke his heart. You did something that caused him so much pain, so much suffering. What did you do? C'est quand même assez fascinant de voir à quel point ces présentateurs, qui sont visiblement bien plus âgés qu'elle, se permettent ce genre de remarques. Je rappelle qu'on est en 2003 et que Britney n'a que 22 ans à peine. Et à partir de là, tout s'enchaîne. À travers son troisième et son quatrième album, elle va commencer à déconstruire cette image de petite fille modèle qu'on lui a imposée. Les textes deviennent de plus en plus explicites, plus provocants. Un exemple devenu culte, lors des MTV Music Awards de 2003, elle embrasse Madonna sur scène, sous les yeux de Justin Timberlake, son ex, et peu à peu, ça va empirer médiatiquement. Les paparazzi la harcèlent jour et nuit,
Les médias se demandent si elle transmet finalement une bonne image pour la jeunesse, sa famille dépend d'elle financièrement, elle subit une pression constante de leur part pour être productive, parfaite, irréprochable, parce que si elle ramène plus de sous, bah ils sont dans la merde. Elle fait des séries de concerts qui vont l'épuiser, et on arrive en 2004, où l'image médiatique de Britney va encore en prendre un gros coup. Elle se marie avec Kevin Federline, qui est alors danseur, un homme qu'elle rencontre après plusieurs mois de tourments médiatiques. Ils se marieront au bout de 3 mois, ensemble ils auront 2 enfants très rapprochés. Après avoir été jugée pendant des années sur son image adolescente, puis de jeune femme, c'est désormais son rôle de mère que les médias vont passer au crible. La moindre de ses erreurs, la plus petite maladresse devient un scandale national. Il y a ce moment très connu où elle trébuche avec son enfant dans les bras. Bon, on voit très clairement qu'elle n'allait pas le faire tomber, qu'elle le tient bien. Elle expliquera qu'elle a pas fait exprès de trébucher et qu'en plus de ça, c'était la première fois où elle était encerclée par autant de paparazzis. Mais les médias, en voyant ça, ils étaient à 2 doigts d'appeler la DAS. Les tabloïds s'en emparent, les plateaux télé s'enflamment et une question revient sans cesse. Britney Spears est-elle une bonne mère ? On la suit, on la traque, même lorsqu'elle porte son enfant dans les bras, les paparazzis ne lui donnent aucun répit, allant même jusqu'à l'encercler, Britney devant ensuite se réfugier dans des magasins pour les semer. Son histoire d'amour avec Kevin Federline devient rapidement un enfer. Kevin prend la grosse tête, il veut devenir rappeur et n'a absolument pas conscience que déjà il est pas très talentueux et que surtout il doit toute sa popularité à son mariage avec Britney. Début novembre 2006, alors que son deuxième fils n'a même pas 2 mois, elle entame la procédure de divorce. Elle se retrouve ensuite au cœur d'une véritable tempête médiatique. Peu de temps après, Britney est photographiée faisant la fête avec Paris Hilton et Lindsay Lohan. Ces images alimentent encore davantage les tabloïds. Finalement, le divorce qui était censé être une véritable libération va devenir un très gros combat. Britney et Kevin réclament tous les deux la garde exclusive de leurs enfants. Une situation qui s'intensifie sous l'œil du grand public. Dans l'opinion publique, c'est elle qui sera vue comme la responsable de l'échec du mariage. La presse, toujours avide de sensations fortes, se jette sur l'affaire. Kevin, de son côté, voit dans cette rupture une opportunité de faire parler de lui. Décidément, l'histoire se répète. L'album de Kevin Federline sort 1 semaine avant l'annonce officielle de leur divorce, et la couverture médiatique de l'événement joue en sa faveur. Mais pour Britney, c'est une descente aux enfers. On l'accuse de très mal s'occuper de ses enfants. Elle se fait littéralement harceler jour et nuit, et ça va mener à cette fameuse soirée de février 2007. Alors qu'elle n'a pas vu ses enfants depuis plusieurs semaines, Britney est dans un état de désespoir total. Son ex-mari, qui a profité d'avoir la garde des 2 enfants, ne veut plus les rendre à leur mère. Elle se rend chez Kevin, le suppliant de la laisser voir ses fils, mais Kevin refuse une nouvelle fois, et tout ça se passe bien évidemment sous les flashs des paparazzis. Britney est à bout, et sur un coup de tête, elle part dans un salon de coiffure, elle prend une tondeuse, et elle se rase la tête sous les projecteurs d'un nombre incalculable de paparazzis. Elle dira par la suite qu'elle voulait juste reprendre le contrôle sur son image, et que c'était simplement un message pour dire « Regardez, je fais ce que je veux », et puis ça repousse des cheveux. Elle partira ensuite se faire tatouer. Quelques jours plus tard, suite au harcèlement qu'elle subit par les paparazzis, elle attaque la voiture d'un photographe avec un parapluie et elle finira internée pendant 1 mois dans un centre de désintoxication. Au lieu de voir une femme dévastée par la douleur de la séparation avec ses enfants, et surtout qui en peut plus du poids de toutes les attentes placées sur ses épaules, le monde entier la voit comme une femme complètement folle qui pète un boulon pour pas grand chose. Alors pour les besoins de cette vidéo, j'ai regardé je ne sais pas combien de vidéos de paparazzi qui harcèlent Britney Spears, et la plupart du temps, elle reste incroyablement calme. Et ça, bizarrement, on le montrait un peu moins. Elle était même très polie, ça la gavait bien sûr de devoir subir tout ça, mais elle prenait quand même le temps de répondre à ses paparazzis quand ils lui parlaient. Elle prenait aussi le temps de signer des autographes alors que des fois c'était juste pas le moment. Par exemple à ce moment-là, elle est tombée en panne sur la route, t'as tout le monde qui la klaxonne, t'as les paparazzis qui la mitraillent et qui lui font des commentaires genre on sait pas conduire. Et Bichette, elle prend quand même le temps de signer des autographes. Moi, il y a un truc comme ça qui m'arrive. Déjà, je panique. Ensuite, je laisse la voiture sur place et je me taille. Je rentre à pied, je m'en fous. Nous, à l'époque, on voyait juste les photos dans les magazines People, accompagnées de gros titres scandaleux. Mais ce qu'il se passait réellement, c'est qu'elle devait subir, en plus des flashs, des mecs qui faisaient en sorte de l'encercler, de lui bloquer sa route, et tout ça accompagné de commentaires pour la faire craquer, parce que forcément, plus il la poussait à bout, plus elle avait de chances de s'énerver. Comme tout le monde, en fait. Et une photo de Britney qui pète un câble, ça valait une fortune. What do you think it'll take to get the paparazzi to leave you alone? I don't know. I don't know. Is that one of your biggest wishes? Yeah. It's okay. I would like for them to leave me alone.
You have to realize that we're people, and that we just need privacy, and we need our respect, and those are things that you have to have as a human. Je l'ai pas mentionné, mais dans tout ce chaos, elle était en pleine promotion de son 5e album. On est revenu un petit peu en arrière, nous sommes au printemps 2006, Britney est en pleine pause dans sa carrière, après une blessure au genou survenue lors de sa tournée en juin 2004, elle est enceinte de son 2e enfant, et se consacre à sa vie de famille comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Elle va reprendre les chemins du studio, Britney travaille sur un nouvel album dont elle prend elle-même les commandes, c'est-à-dire qu'elle va choisir pour la première fois elle-même les auteurs-compositeurs de cet album. Elle va alors s'orienter vers des sonorités plus dense et faire un album qui sera entièrement fait pour être joué dans les clubs. Et ce qui passe dans les clubs en 2006, c'est ça. Alors, vous le savez déjà si vous avez suivi ma vidéo sur Timbaland. Si c'est pas fait, allez-y après celle-là. Mais l'une des personnes qui a travaillé sur l'album Loose de Nelly Furtado, c'est Denja. Denja, c'était le petit protégé de Timbaland. D'ailleurs, on entend la voix de Denja à la fin de la chanson Gimme More. J'en parle justement dans ma vidéo sur Timbaland. Allez la voir, elle est vraiment très cool. Et c'est lui qui va faire du 5e album de Britney une véritable pépite. Il fallait bien un peu de positif dans cette histoire quand même. Si côté vie privée c'était catastrophique, cet album va littéralement marquer la pop culture. En mai 2007, seulement 3 mois après le fameux rasage de crâne, et après 3 ans sans faire de concert, elle remonte pour la première fois sur scène lors d'une mini-tournée, dont les concerts durent une douzaine de minutes et en playback. Et c'est le 31 août 2007 que la chanson Gimme More va être pour la première fois diffusée aux États-Unis. On arrive une semaine plus tard, le 9 septembre 2007, Britney fait un retour très attendu à la télévision en ouvrant la cérémonie des MTV Music Awards. Même si musicalement, Gimme More est une pépite, ça allait pas trop à ce moment-là. Je pense que vous l'avez remarqué, mais elle n'était pas du tout en état de monter sur scène. Ça va entraîner beaucoup de moqueries de la part des médias, on la critique sur sa tenue, sur son poids, à tel point qu'un de ses fans finit par publier une vidéo pour la défendre. À l'époque, en 2007, beaucoup l'ont trouvée ridicule, mais c'est vrai que 18 ans plus tard, ça résonne un petit peu différemment. She hasn't performed on stage in years. Her song is called Give Me More for a reason, because all you people want is more, 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 more. Leave her alone. Et pour vous montrer à quel point c'était devenu totalement banal de se moquer d'elle, et à quel point tout le monde s'en fichait, il y a même une humoriste qui monte sur scène pour se payer la tête de Kevin Federline et de Britney Spears, alors qu'elle est dans la salle. This is so exciting. Was that incredible? Britney Spears, everyone. Wow. She is amazing. I mean, she is 25 years old and she's already accomplished everything she's going to accomplish in her life. It's mind-blowing. But have you seen Britney's kids? Oh my God, they are the most adorable mistakes you will ever see. Britney dira dans son livre qu'elle a croisé Justin à cette même soirée, qui lui était en plein dans sa période Future Sex Love Sounds avec Timbaland et Nelly Furtado. Comble de malchance, je passais l'un des pires moments de mon existence, à l'endroit même où mon ex savourait l'un des plus beaux jours de sa vie. L'album sort ensuite le 26 octobre 2007, on est vraiment sur un album fait pour danser. Elle parlera pas beaucoup de sa vie privée dans cet album, à part peut-être avec ce titre.
can't see the harm in working and being a mom. And with a kid on my arm, I'm still an exceptional earner. You want a piece of me? I'm Mrs. Lifestyle of the rich and famous. You want a piece of me? I'm Mrs. Oh my God, that Britney shameless. You want a piece of me? I'm Mrs. Extra, this just in. You want a piece of me? I'm Mrs. She's too big, now she's too thin. You want a piece of me? J'ai essayé de faire au mieux pour la traduction, mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais il y a 2-3 mots qui sont un peu mal traduits. Finalement, elle fera très peu de promotion autour de cet album, voire même elle s'y intéressera pas vraiment. Britney, your single's doing incredibly well. Are you happy? Yeah. You know it's number one, right? Number one ringtone? It is? Yeah. That's cool. Et pour cause, elle avait un peu la tête ailleurs parce qu'elle avait des trucs plus importants à régler dans sa vie perso, notamment le fait de récupérer la garde de ses enfants. Seulement 2 mois après la sortie de cet album, en janvier 2008, Britney est emmenée de force à l'hôpital après une violente dispute avec son ex-mari Kevin Federline. Cet internement marquera un tournant dans sa vie. Son père, Jamie Spears, en profite pour demander la mise sous tutelle de sa fille. Une mesure qui, à l'origine censée être temporaire, deviendra permanente à la fin de l'année 2008 et perdurera pendant 13 ans. Son équipe, et surtout son père, prennent alors le contrôle total de la carrière de Britney. Elle deviendra une sorte de poupée qui n'aura plus son mot à dire, à part exécuter les tâches qu'on lui demande de faire, et ça commencera dès la mise en place de cette tutelle avec la sortie d'un nouvel album. À partir de ce moment-là, Britney enchaînera les projets, 4 albums, 3 tournées mondiales et une résidence à Las Vegas de 4 ans avec pas moins de 248 dates. Pour que vous puissiez voir à quel point c'était énorme, en comparaison, une tournée mondiale normale, ça va de 40 à 80 dates. Après c'est fini et on passe à autre chose. Là on était au minimum sur un soir par semaine. Bien évidemment c'était un très gros show avec des chorégraphies, des changements de costumes, des répétitions et des entraînements le reste du temps. Tout ça pendant 4 ans. Elle deviendra une machine à cash pour son entourage, surtout pour son père qui prend les rênes de sa vie, de ses décisions quotidiennes, de ses finances, et qui va en profiter pour s'en mettre plein les poches. Et elle pourra même pas profiter de tout cet argent parce qu'elle est toujours sous tutelle. Une tutelle qu'elle déplore et dont elle se plaint à plusieurs reprises, mais à l'époque, personne ne semble vraiment l'écouter. Je le rappelle juste, mais généralement, les personnes qu'on place sous tutelle, c'est des personnes qui ne peuvent pas gérer leur vie seules, notamment les personnes âgées atteintes de démence, ou des adultes lourdement handicapés, incapables de subvenir leurs besoins. Alors comment expliquer qu'une femme qu'on dit incapable de se gérer puisse performer soir après soir, gérer des répétitions, enregistrer des albums, faire de la promo, tenir un emploi du temps millimétré pendant plus de 10 ans? Mais heureusement, tout ça va changer. Nous sommes désormais en janvier 2019. Britney Spears annonce qu'elle annule sa nouvelle résidence prévue à Las Vegas, expliquant qu'elle souhaite faire une pause. Elle dit tout ça sur Instagram, et à partir de ce moment-là, elle va entamer une sorte de grève. Et ce qui va être très bizarre, c'est que peu après cette annonce, elle disparaît complètement des réseaux sociaux. C'est à partir de là que l'inquiétude grandit, les fans commencent à se poser des questions, et le mouvement #FreeBritney prend de l'ampleur. L'affaire commence à toucher le grand public, notamment avec la sortie en février 2021 du documentaire Framing Britney Spears. Ce film revient sur toute l'histoire de sa mise sous tutelle, les abus qu'elle aurait subis et les nombreuses formes de misogynie dont elle a été victime tout au long de sa carrière. Ce documentaire va jouer un rôle clé dans la médiatisation du combat de Britney et probablement accélérer la remise en question de sa tutelle. Et c'est le 23 juin 2021 que Britney prend la parole publiquement pour la première fois depuis des années. Lors d'une audience au tribunal de Los Angeles, elle déclare que la tutelle était extrêmement abusive. Elle détaille toutes les restrictions imposées par son entourage, y compris sur des aspects très personnels de sa vie. Elle dira notamment qu'on l'a forcée à porter un stérilet, qu'elle n'avait pas le droit de se marier ni d'avoir d'autres enfants, qu'elle était forcée de prendre des médicaments tous les jours, ainsi que les tournées et albums qu'on lui a imposés sous la menace. Elle avouera également qu'elle n'avait pas le droit de choisir elle-même son avocat, et qu'elle n'était même pas au courant qu'elle avait le droit de mettre fin à cette tutelle. La tutelle a été officiellement levée le 12 novembre 2021, mais ça n'enlève en rien les années de souffrance, de contrôle et d'injustice qu'elle a subies sous les yeux du monde entier qui s'était entre-temps forgé une image déformée d'elle sans connaître la véritable histoire.
Les copains, on est sur la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires sur ce que vous en pensez de cette histoire. Je pense que vous l'avez remarqué, mais j'essaie d'être un petit peu plus productif que d'habitude, en sortant une vidéo par semaine, tous les dimanches. On va se dire tous les dimanches à 18 h, rendez-vous ici. Enfin pas sur la vidéo, hein, mais sur ma chaîne. Et moi je vous dis à dimanche prochain, 18 h, n'oubliez pas, pour une nouvelle vidéo. Et voilà. Bisous.